ministre avec lui. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Et bienvenue sur France Inter. Avant d'ouvrir la discussion avec Gilles et Natacha, un mot d'explication pour commencer et que je citais en introduction. Les Gilets jaunes sont, selon vous, le retour du refoulé de l'État maastrichtien. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? C'est pas clair, vous me dites là? Pour ceux qui nous écoutent, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi le retour du refoulé, pourquoi un terme psychanalytique et pourquoi l'État maastrichtien pour faire référence à un mouvement social dont on a l'impression qu'il était totalement inédit. Oui, alors je pense que je dis dans ce texte-là que c'est justement un terme de thermodynamique pour moi et pas un terme freudien. C'est-à-dire que quand vous comprimez quelque part, eh bien, ça déprime par ailleurs. Et je crois effectivement qu'il y a plusieurs années, il y avait des éléments de langage pour nous expliquer que Maastricht était formidable, plein emploi, amitié entre les peuples, disparition du chômage, de la misère, suppression de la xénophobie, abolition de toutes les guerres, etc., etc. Ça a été vendu comme ça, Maastricht. Et depuis des années, Maastricht triomphe sans partage. La droite, la gauche qui sont au gouvernement ou qui se remplacent au gouvernement défendent cette idéologie-là. Et il y a un moment donné où un droit d'inventaire devrait pouvoir surgir. On devrait pouvoir dire finalement, est-ce qu'on est dans le plein emploi? Est-ce qu'on est dans la disparition du chômage? Est-ce qu'on est dans l'amitié entre les peuples, la disparition des guerres, etc. Et ça n'est pas le cas. On voit bien même que c'est très exactement l'inverse. Misère, chômage, pauvreté, Marine Le Pen au second tour, xénophobie, racisme, populisme, mettons tout ça entre guillemets. Et je dis effectivement, faisons l'analyse un petit peu de ce qu'a été Maastricht et depuis un quart de siècle. Et nous verrons effectivement que comme il y a un grand silence sur ce sujet, les Gilets jaunes, eux, manifestent ce refoulé. On va le faire. D'ailleurs, c'est pas un si grand silence, puisqu'on en parle régulièrement, aussi bien avec Natacha autour de ce micro, qu'avec, par exemple, Emmanuel Todd à ce même micro il y a une quinzaine de jours, puisque c'est au cœur de son dernier livre. Mais vous parlez de Maastricht sans jamais dire que c'était un référendum. Un référendum, une décision du peuple français, 26 millions de votants, 51% pour le traité. Vous parlez de Maastricht comme si c'était une décision autoritaire qui avait été imposée au peuple. Bah, vous savez, il y a un très beau livre un très beau livre, c'est un gros ouvrage de Condorcet qui ramasse un certain nombre d'analyses de Condorcet sur la question de la démocratie et du suffrage universel. Le suffrage, c'est bien quand on a les moyens de voter, les moyens intellectuels. Quand vous faites de telle sorte que on criminalise une option à l'époque, souvenez-vous, vous étiez né, je crois. Je crois, oui. On criminalisait J'en ai des souvenirs assez confus. tous les gens qui votaient contre Maastricht étaient des nationalistes, des bellicistes, des belliqueux, des fascistes, des nazis, etc., etc. Donc il y a un moment donné où, bien sûr, on va voter. Mais quand on vous dit, vous n'avez le choix qu'entre le bien et le mal, qu'entre le progrès et le regret, qu'entre finalement Adolf Hitler et Jean Moulin, il y a un moment donné où, quand vous allez voter, vous ne votez pas en votre âme et conscience. Parce qu'on a fabriqué des individus qui sont des... En 2005, c'est arrivé, par exemple. Alors en 2005, effectivement, j'ajoute, mais vous faites bien de me tendre la perche, c'est-à-dire qu'en 2005, quand les gens commencent à comprendre et qu'ils ont dit on n'en veut pas, en 2008, on leur a dit vous l'aurez quand même. Et ce qui est très frappant, c'est que dans l'émergence du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu ce débat. C'est assez intéressant, c'est-à-dire que... les 42 propositions qui ont surgi au début, qui avaient été publiées dans le journal du dimanche, qui étaient des propositions de groupes de gilets jaunes, parlaient du fait de faire payer les gros davantage que les petits, de préserver l'industrie française, toute une série de propositions dont beaucoup de commentateurs ont dit qu'elles n'étaient pas cohérentes, que ça partait dans tous les sens. Et quand on analysait cela, ce que j'ai fait en disant, mais en fait, ça relève de la question de la souveraineté et notamment donc de la question européenne, puisque derrière, de façon sous-jacente, il y avait le dumping social, le dumping fiscal, etc. On répondait, mais non, justement, le mouvement des Gilets jaunes n'a rien à voir, il ne parle pas d'Europe. Et c'est pour ça que ce qui est frappant dans votre livre, c'est justement que vous revenez en permanence à cette question-là, dans la mesure où c'est quelque chose qui n'était pas exprimé directement par les acteurs de ce mouvement. Toute la question est de savoir ensuite quel est le travail de ceux qui sont censés lire un mouvement. Est-ce qu'ils doivent simplement se contenter de dire « ils n'en parlent pas, donc ce n'est pas dans leurs revendications » ou est-ce qu'ils doivent essayer de décrypter? Et chez vous, ça se traduit par la question donc de l'État maastrichtien, sauf que la question est de savoir en effet comment, et c'était la question que posait Emmanuel Todd il y a 2 semaines, comment faire puisque aujourd'hui, quand on pose la question à la majorité des Français, ils sont pour l'euro, ils sont et on comprend, ils sont pour une Union européenne, tout à fait. La question est de savoir laquelle.
Mais d'abord, tout le monde Michel Onfray. tout le monde est pour l'Europe. Ça aussi, ça a été un des grands éléments de langage, de nous dire en gros que ceux qui votaient contre l'Europe libérale parce qu'elle était libérale étaient des anti-européens. Bien sûr que non, tout le monde est européen aujourd'hui. Je ne connais pas de gens qui disent je ne veux pas de l'Europe. Simplement, les gens disent on ne veut pas d'une Europe libérale. Et effectivement, l'un des éléments de langage des Maastrichtiens, c'est de nous faire savoir que l'Europe, elle est libérale et elle n'est pas autre chose que libérale. Mais je dirais, Adolf Hitler aussi voulait l'Europe. Napoléon voulait l'Europe. Enfin, Charles Quint voulait l'Europe. Point Godwin. Non, mais Déjà. non, mais c'est de l'histoire, ça. Non, mais comparer la construction européenne d'aujourd'hui avec Je ne Adolf compare Hitler, pas. C'est vous qui comparez. C'est vous qui c'est êtes vous dans... qui avez fait Non, référence à Adolf Hitler, Michel Onfray. c'est une analogie, c'est pour dire qu'il y a toutes les sortes d'Europe différentes. Mais le point Godwin, c'est vous. Ah, C'est vous. Bon, mais bien sûr, je vous dis simplement. enfin, c'est moi qui l'ai repéré, oui, Non, mais en dites-moi l'occurrence. que c'est faux. Dites-moi qu'il n'y avait pas un projet européen chez Hitler. Ah, je crois qu'il n'y a pas de projet européen au sens où on entend, oui, Ah ben, au aujourd'hui, sens le projet maastrichtien, européen. évidemment que Hitler n'était pas maastrichtien. Mais c'est vous qui êtes en train de Enfin, c'est faire... pas le débat du jour. Mais si c'est le débat du jour, Non, mais en justement. l'occurrence, Mais si, c'est justement. pas à moi de débattre avec vous, mais- chacun se fera son opinion, Non, ceux mais qui nous écoutent. je vous dis justement que quand on nous fait savoir que l'Europe elle est libérale ou qu'elle n'est pas, je dis c'est faux car l'Europe elle a été diverse et multiple. Un certain nombre d'individus l'ont voulu. Je dis Napoléon, je dis Hitler, je dis un certain nombre de personnages. Dites-moi que j'ai tort historiquement. Et puis à ce moment-là, bon ben voilà, j'aurais tort. Ah, Mais je pense que vous avez tort, Mais totalement non, tort, mais historiquement. tout le monde voit bien que l'impérialisme nazi visait la construction d'une Europe. Enfin ça c'est quand même délirant que vous puissiez nier cette évidence. Ah, je la nie, mais c'est vraiment pas le sujet du jour. Gilles Finkelstein. Et si c'est la question était est-ce que l'Europe elle est obligatoirement libérale? Je dis non et je dis la preuve c'est un vieux projet et si vous prenez une histoire de l'Europe vous verrez qu'effectivement il y a un certain nombre d'individus qui l'ont voulu indépendamment de Jean Monnet. Gilles. Bon, je trouve le cœur du livre n'est pas là. Bien sûr. Bon, donc, alors, on peut quand même rebondir un moment, mais Oui. allons quand même sur les Gilets jaunes. Je rebondis quand même un instant. On peut débattre des conditions du référendum de 92 où, de fait, la majeure partie des responsables politiques, des médias ont plaidé pour le oui, et le oui ne l'a emporté que d'une très courte majorité. Bon, donc on peut débattre. Est-ce que, malgré tout, il y a 48% qui ont voté non? En revanche, il n'en demeure pas moins que, depuis lors, dans toutes les élections qui se sont succédées, à chaque fois que le choix a été offert aux Français entre des candidats qui étaient pour Maastricht ou pour l'Union européenne et ceux qui étaient contre, ils ont quand même réitéré ce choix-là et que Natacha Polony l'indiquait, s'agissant notamment de la monnaie unique, eh bien, vous avez des sondages qui indiquent année après année un soutien plus important à la monnaie unique que ce n'était le cas auparavant. De la même manière, on peut débattre du caractère libéral ou unilatéralement ou uniquement libéral de l'Union européenne. Quand on regarde le modèle social des différents États membres, il y a des différences qui sont extrêmement importantes. La Pologne, c'est pas la Suède. L'Allemagne, c'est bon. Donc il y a un cadre commun qui est celui des traités qu'on peut, c'est d'ailleurs mon cas, souhaiter voir évoluer, mais je suis pas sûr qu'on puisse dire ça. Bon, encore une fois, je pense que c'est pas ça qui est intéressant dans votre livre. Votre livre, c'est Grandeur du petit peuple. grandeur du petit peuple, c'est le risque que vous prenez de publier un récit presque au jour le jour ou un récit hebdomadaire d'un mouvement social et donc d'une analyse à chaud avec les risques que vous évoquez vous-même de redondance, d'erreur. Et donc je crois que c'est ça sur quoi il faut revenir. Si je le fais d'un mot, ce que moi j'ai retenu et je trouve qu'il mérite une discussion. Vous dites en gros c'est le mouvement d'un sous-prolétariat qui a été mis en échec et qui a été détruit par le pouvoir, les élites, les dominants. Hein, je ne pense pas vous trahir. Et je trouve que chacun de ces termes mérite une discussion. Est-ce que c'est le mouvement d'un sous-prolétariat? Franchement, ce n'est pas ce que nous, on a pu observer, ni quand on regarde les gilets jaunes, parce que les gilets jaunes, c'est de quoi on parle, ni les gilets jaunes sur les ronds-points, ni les gilets jaunes sur le numérique, ni
les gilets jaunes dans l'opinion, parce qu'il y a ces trois mouvements-là, c'est-à-dire ceux qui se disaient gilets jaunes, où c'était plutôt une classe moyenne inférieure, mais les vrais pauvres, les exclus, n'étaient pas au cœur du mouvement. Deuxièmement, est-ce que c'est un échec ou est-ce que ce n'est pas un demi-échec, dans la mesure où ils ont obtenu des choses, ils ont obtenu à la fois le retrait d'un certain nombre de mesures qui le condamnaient, notamment la taxe sur les carburants, et ils ont obtenu des mesures fiscales et sociales avec quand même plusieurs milliards, même plus de 10 milliards. Et enfin, est-ce qu'ils se sont détruits ou est-ce qu'au moins pour partie, ils ne se sont pas autodétruits par le refus de la représentation, par une certaine ambiguïté vis-à-vis de la violence, on y reviendra sûrement, et par leur incapacité à trouver des débouchés politiques. Bon, Michel Onfray. Alors, il y a une dizaine de questions, là, si j'y réponds. Prenons déjà la première, il y en a trois. Celle de la définition, ce que vous dit Gilles, à savoir sous-prolétariat, sous-prolétariat, échec, autodestruction. Ça n'est pas pour moi la première question. La première question, c'est votre lecture des élections. Et je ne fais pas la même. C'est-à-dire que moi, je ne dis pas tant de pourcents ont voté, je dis tant de pourcents n'ont pas voté. Et tant de pourcents ont voté n'importe quoi. Les partis animalistes ou ce genre de choses, ou les partis extrémistes, ou les partis à 1, 2 ou 3%, les partis dont on sait de toute façon qu'ils ne seront jamais représentés. Et c'est ça pour moi qui fait sens aussi. Vous me dites, ils ont été en gros 50% à voter, disons 50%. Hein. Ça veut dire que 50% n'y vont pas. Alors évidemment, je ne vais pas non plus à raisonner les 50% en disant ils sont tous anti-maastrichtiens, ce serait évidemment malhonnête. Je dis simplement que c'est quelque chose qu'il faut entendre, première chose. La deuxième chose, vous essentialisez les gilets jaunes, et moi je ne le fais pas avec le risque que vous signalez, c'est-à-dire qu'effectivement j'y vais au jour le jour. Avec, effectivement, vous avez raison, le fait que de temps en temps, on redit la même chose 10 pages plus loin. Simplement, j'avais pris le pari, alors on n'est pas obligé de me croire, mais le pari de l'honnêteté en disant, quand je publierai ça, je ne retoucherai pas. Je ne ferai pas de ceux qui disent une chose en disant mince. Donc c'est le carnet de bord que vous avez tenu en suivant le mouvement des Gilets jaunes. Et comme ça a été publié, c'est facile de voir que je n'ai rien changé, je n'ai touché à rien. Je dis simplement que quand vous essentialisez les Gilets jaunes, vous diluez la totalité des Gilets jaunes. Parce que les Gilets jaunes, dès le départ, ne disent pas la même chose qu'un mois plus tard, ils ne disent pas la même chose un an après, non plus. De sorte que moi je parle des Gilets jaunes du départ, c'est-à-dire de cette jacquerie qui m'intéresse. Simplement, vous avez constaté que 3 ou 4 semaines plus tard, on voit arriver la France Insoumise qui avait été extrêmement critique dès le départ et qui commence à récupérer le mouvement. Donc, quand vous dites les gilets jaunes, de quels gilets jaunes parlons-nous? Est-ce que ce sont ceux du départ, ceux que j'ai appelés les gilets jaunes des ronds-points, ou est-ce que ce sont les gilets jaunes des Champs-Élysées, ceux que j'ai appelés les gilets jaunes des pavés? Ça n'a pas été exactement la même chose. Et puis après, il y aura les gilets jaunes, alors là, pour le coup, je mets beaucoup de guillemets, mais de l'Arc de Triomphe, c'est-à-dire beaucoup de black blocs, beaucoup de gens qui se disaient il suffit de toute façon de mettre un gilet jaune pour être un gilet jaune. Natacha. Alors, justement, enfin, on reviendra sur les points soulevés par Gilles, parce que c'est le cœur de votre livre, en effet. Et ce qui est très intéressant dans votre livre, justement parce qu'il est au jour le jour, c'est que vous voyez évoluer notamment la question du rapport à la violence de ce mouvement, la façon dont il est repoussé dans cette violence par le gouvernement, c'est-à-dire que on voit très bien se jouer la façon dont le pourrissement est presque attendu par le pouvoir. En revanche, ce qui est frappant aussi, c'est de voir votre propre rapport à cette violence et la façon dont vous êtes à la fois dans une forme de colère et de révolte qui se voit dans le choix de vos mots, dans le choix de vos attaques parfois contre des commentateurs, contre des journalistes. Ça tape dur, on va en parler. Vous êtes dans dans une empathie avec ce peuple que vous voulez défendre, et donc vous adoptez cette colère, tout en prenant soin, et ça apparaît très souvent, de juger de façon extrêmement sévère la violence physique. La question est celle du rapport, en fait, entre la colère et la violence, qui est très complexe, puisqu'on voit encore cette semaine, avec l'intrusion chez BlackRock, le fait qu'on a des gens qui expliquent, ben regardez, il y a un continuum, c'est-à-dire qu'en gros, ceux qui ont été virulents, notamment contre les liens entre BlackRock et le gouvernement, sont responsables du fait que, du coup, il y a des intrusions violentes chez BlackRock. Donc, comment vous, en tant que
philosophe, en tant que penseur, vous savez quel est le poids de la colère, quel est le poids des mots. Comment se joue ce rapport entre la colère et la volonté que vous avez d'être violemment contre ce système, et en même temps le rapport à la violence tel qu'il s'exprime, des tensions qui sont en train d'abîmer le pays. Michel Onfray. Oui, mais des coléreux professionnels, et on a bien vu que l'arrivée des coléreux professionnels qui se sont tus tout au départ, parce que la colère des ronds-points, c'était une colère de saucisses et de grillades, de pastis et de bière, et de discussions et de copains, qui se retrouvaient justement sur les ronds-points, qui n'avaient pas du tout envie de mettre le feu à la ville. C'était des gens qui justement disaient, nous sommes périphériques, nous sommes des périphériques, nous sommes les périphériques, et nous y sommes, et nous sommes là en train de nous rencontrer, de nous parler, et on a des choses à dire. Et effectivement, on a beaucoup parlé. C'était une espèce de thérapie de groupe. Et puis à partir du moment où effectivement les syndicats et un certain nombre de partis politiques se disent on va pouvoir réaliser à partir de ça la convergence des luttes, il y a un usage de la violence qui me désespère, à l'évidence. La violence physique, je ne soutiens pas. J'ai simplement été de ceux qui ont pu voir devant leur téléviseur qu'effectivement on a laissé faire un certain nombre de violences. On nous fait des reportages sur des voltigeurs à motocyclette en nous disant dans les 10 minutes ils sont sur un lieu qu'on leur aura signalé, ils sont capables d'intervenir, etc. Bon d'accord, très bien. Et on voit des journalistes sur des motos qui suivent d'autres motos de policiers. On les voit jamais ces motos quand elles sont et ces voltigeurs, quand on les voit jamais non plus quand il y a des moments où ils pourraient intervenir par exemple sur les Champs-Élysées, au moment où on dépave les Champs-Élysées. Quand on dépave les Champs-Élysées, on crée des munitions et avec ces munitions, bah, évidemment on va les envoyer sur la tête des policiers, des gendarmes, et puis à un moment donné sur les vitrines. Pourquoi est-ce qu'on laisse faire? Je dis simplement qu'il y a une instrumentalisation de la violence par probablement Castaner, probablement Macron, parce qu'effectivement il s'agit de discréditer les Gilets jaunes en disant vous avez vu comme ils sont violents, et on laisse faire l'Arc de Triomphe par exemple. On laisse faire la vandalisation de l'Arc de Triomphe. C'était très facile d'intervenir pour faire de telle sorte qu'un certain nombre de gamins, parce qu'on les voit, on les entend, il y a quelques photos, il y a quelques images qui ont été distribuées par des gens qui faisaient ça avec leur iPhone. Ces images d'ailleurs ont disparu. Vous avez des tags sur l'Arc de Triomphe. Tous ces tags ont disparu, sauf un, qui est Gilets jaunes vaincront. C'est-à-dire qu'il s'agit de nous faire savoir que la violence à l'Arc de Triomphe, ce sont les Gilets jaunes. D'accord. Ben oui, mais non, simplement... J'ai fait le test, c'est pour ça. Ben oui. Quand j'ai lu votre livre, oui. je suis allé sur Internet et j'ai tapé exactement le tag Arc de Triomphe, Gilets jaunes. Il y a les Gilets jaunes vaincront, mais il y a d'autres choses. Il y a du Macron. Pas en première page. Macron démission. Pas en première page. Quand je l'ai dit il y a 3 semaines ou 4 semaines, je ne sais plus sur quelle chaîne de télévision, il y a quelqu'un qui en sortant m'a dit j'ai douté de ce que vous me disiez. Je suis allé vérifier, vous avez raison, il m'a fait voir sa capture d'écran. Alors maintenant, je suis pas retourné ce matin pour voir ce qu'il y avait eu de dit, de raconter. J'ai plutôt tendance à faire confiance à Gilles Finkelstein. Plutôt qu'à moi, oui, bien sûr. Non, pas forcément. Revenir, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait pas essentialiser les Gilets jaunes. Oui. Je partage ça. Il faut pas, je crois, non plus les idéaliser. Bien sûr. Or, vous faites un des risques quand vous dites j'ai choisi d'être d'un côté de la barricade, c'est de n'en voir qu'un aspect. Au risque de devoir faire des acrobaties, c'est-à-dire de découper dans les Gilets jaunes ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous dites donc il y a le peuple et puis il y a le petit peuple. Dans ce petit peuple, il y a les mauvais qui viennent, les Black Blocs ou les banlieues, et puis il y a le bon. Dans le bon, il y a même les hommes et les femmes, parce que c'est plutôt... Je ne dis jamais les bons, hein. Ça c'est pas mon vocabulaire. Non, c'est ce que ça veut dire quand même. Dans Je suis un grand garçon, si je veux dire le bon, je dis le bon, mais je vous dis, je n'utilise pas ces mots-là. Ça vous conduit quand même à une acrobatie pour découper en petites rondelles, et c'est l'autre risque à une forme de cécité sur cette question de la violence. Est-ce que vous croyez vraiment que ce sont la tentative de récupération du mouvement par les partis et les syndicats qui sont à l'origine de la violence? Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a eu une porosité incroyablement forte entre une espèce de continuum des Gilets jaunes, les casseurs, des Gilets jaunes et des Français, avec un continuum beaucoup plus fort. Quand vous regardez dans les comparutions immédiates, ceux qui, au lendemain des violences, ont été jugés, et bien très souvent, c'était des gens qui n'avaient absolument
aucun rapport, qui étaient des vrais gilets jaunes de ceux qui étaient autour des merguez. Il y a les vrais, il y a les faux, il y a les bons, il y a les mauvais. Et qui se sont laissés entraîner. De la même manière, la porosité avec les Français, quand vous les Est-ce que je vais interrogez... pouvoir répondre parce que Bien sûr. Et on Non, attend. non, bien sûr. Donc vous allez évidemment pouvoir allez, répondre, Michel Onfray. à une question, pas non, mais on est là discours pour vous dans lequel écouter. il y a 10 questions. Attendez, là, il y a 10 questions à chaque fois. Je termine Quand du vous dites quelque je chose, termine je du peux pas phrase. Mais répondre. vous avez une mémoire Mais non, je peux pas. d'éléphant. Non, je ne me donne pas le vous y temps de arriverez. répondre aux 10 questions qui sont Vous posées à chaque fois. l'aurez, Michel Onfray. Non, je l'aurai pas. Le temps étant ce qu'il est, et partagé comme il est, avec des questions qui en contiennent Vous 10. verrez. On est en train de Je le ne peux perdre. pas répondre. On est en train de le perdre. Si vous y Bah vous oui, Bon, si Damogé, je le perds vous si allez je y parle. arriver. Et on va Ben faire voilà, circuler la bien parole. compris. Oui, On perd le temps si je parle, mais on le perd pas quand vous parlez. Alors parlez. Mais non. Je termine d'une Ouais. phrase. Cette porosité aussi avec les Français, lorsqu'on les interroge sur la légitimité de la J'ai bien violence compris. comme moyen d'action dans une démocratie, ça a beaucoup progressé. Donc, voilà, là encore une fois, est-ce que Quelle est votre question le choix que vous faites d'être d'un côté de la barricade ne vous conduit pas à des acrobaties et à une forme de cécité? Bon, ça, je l'avais bien Michel compris. Ça Onfray. pouvait être dit beaucoup plus vite. Simplement, ça m'aurait je, permis. je vous remercie. Oui, non, mais Parlons du fond. je peux répondre pour le coup. Mais Bien sûr. je parle du fond en vous disant justement tout à l'heure que j'avais choisi de ne pas essentialiser et j'avais choisi de raconter au jour le jour et j'ai choisi de publier tout ce qui avait été écrit au jour le jour. Et vous ne me ferez pas dire que j'ai essentialisé, moi, de ma part, puisque j'ai fait savoir qu'un certain nombre de gilets jaunes me déplaisaient. Le texte sur la testostérone en fait partie, que l'attaque d'Alain Finkielkraut en fait partie, et que je l'ai dit. Donc, je n'ai pas mis de côté les mauvais gilets jaunes en disant qu'ils n'en étaient pas. J'ai dit effectivement qu'il y avait aussi tout ça. C'est pas quand vous avez des millions de gens dans la rue sur la totalité du mouvement. Évidemment que vous avez des antisémites, évidemment que vous avez des homophobes, et évidemment que je ne soutiens pas ces gens-là. Donc simplement, je ne suis pas de ceux qui nous disent que il n'y avait que des homophobes et il n'y avait que des antisémites. C'est quand même le discours qu'on a entendu. Le discours de Bernard-Henri Lévy consiste quand même à nous dire que l'antisémitisme est au cœur du mouvement des Gilets jaunes. C'est une pensée. Cette pensée mérite qu'elle soit véritablement analysée. Vous ne me ferez pas dire, c'est de toute façon lisible et visible, que dans ce livre, j'ai défendu des choses indéfendables. Je n'ai défendu ni les violences physiques, je n'ai défendu ni l'antisémitisme, ni l'homophobie, ni l'agressivité, ni la misogynie, ni la phallocratie d'un certain nombre de gilets jaunes. Je l'ai même franchement dénoncé. Donc il n'y a pas chez moi les bons et les mauvais. J'ai simplement dit qu'il y avait des principes que je soutenais, que je défendais, et qu'un certain nombre de choses ne seraient pas défendues par moi. Par exemple, les attaques personnelles, les coups et blessures, que c'est pas exactement la même chose de faire rentrer un transpalette, enfin de faire défoncer une porte d'un ministère avec un transpalette, et puis de par exemple un peu plus tard, j'en parle pas puisque c'était après le livre, mais de montrer la tête de Macron au bout d'une pique. C'est pas exactement la même chose. Donc je fais mon marché dans cette aventure. Je dis effectivement que quand au départ vous avez ce mouvement qui est sur les ronds-points, il n'y a pas trace de toute cette violence. Il y a juste une espèce de désespoir qui se trouve manifesté. La violence, vous dit, elle arrive dès que un certain nombre de syndicats et de partis politiques récupèrent sous prétexte de convergence des luttes. Natacha Polony. Alors, la violence, aujourd'hui, elle est visible et palpable dans l'ensemble de la société, ou plutôt une forme de radicalisation des points de vue, et donc de crise de la démocratie, dans le sens où on a l'impression qu'il n'y a plus tout simplement de communauté politique dans laquelle les gens sont capables de débattre et d'accepter le point de vue de l'autre, d'accepter qu'ils sont minoritaires. Comment on fait pour apaiser cette société? Et d'abord, faut-il l'apaiser? C'est-à-dire, votre point de vue est-il que la seule façon de lutter contre ce système est de le renverser au nom de ce petit peuple que vous défendez? Et dans ces cas-là, de quelle manière? Ou est-ce que votre point de vue est de dire le rôle de ceux qui ont une parole publique est d'apaiser, d'essayer de trouver une voie politique? En gros, êtes-vous un révolutionnaire? Non, Et de quelle manière? Non, je suis pas un révolutionnaire au sens marxiste du terme. Je le suis peut-être si je dis qu'il y a des solutions chez Proudhon, qu'elles ne sont pas révolutionnaires au sens marxiste du terme, et qu'elles ne passent pas par la violence. Je ne suis pas de ceux qui défendent la violence, parce que après la violence, qu'est-ce qui nous reste? La violence. Donc, vous avez une lecture sombre d'ailleurs de beaucoup de révolutions, oui, à commencer par 1789. Bien sûr. Finalement, la révolution n'est que le remplacement d'une tyrannie par une autre. C'est ce que je dis effectivement, et regardez, prenons 1789, mais 1830, 1848, 1871, la Commune. La révolution russe de 17. La révolution russe, mai 68.
Mai 68 débouche sur quoi? Sur Giscard d'Estaing, globalement. Donc il y a un moment donné où il faut analyser ce que donnent ces révolutions violentes. Je ne suis pas pour ces révolutions violentes. Je suis effectivement pour une solution qui, pour le coup, serait proudhonienne. J'ai raconté ça dans un livre qui s'appelle Décoloniser les provinces. Mais ça supposerait, moi je suis pas un intellectuel à donner des leçons aux Gilets jaunes en disant je vous somme de vous réunir, de vous assembler, de désigner des représentants. J'aurais souhaité qu'effectivement les Gilets jaunes puissent s'organiser. On ne leur a pas donné le temps de s'organiser parce qu'ils n'avaient ni le verbe, ni la dialectique, ni la logique, ni les arguments. Et ils ont laissé faire et ils se sont fait capturer avant ça. Mais il y avait effectivement des propositions, celles que vous avez signalées tout à l'heure, qui supposaient une mise en musique, d'une certaine manière, avec un genre de programme, avec un projet. Mais on a vu arriver des individus qui justifiaient la violence révolutionnaire, avec peut-être des Mélenchon qui leur soufflaient à l'oreille, et puis de l'autre côté, des femmes comme Jacqueline Moureau, qui étaient aussi des gilets jaunes et qui ont vu leur vie totalement pourrie, simplement parce qu'elles ont voulu discuter, négocier, en imaginant qu'on pouvait parler et se parler, et parler avec notamment le pouvoir en place. Donc effectivement, j'ai constaté que ce mouvement avait été récupéré, et que cette souffrance qui se manifestait sur les ronds-points, elle a été récupérée par les professionnels de la Révolution qui, eux, ont un logiciel jacobin, marxiste, robespierriste, et que la violence, finalement, elle est arrivée à ce moment-là. Gilles Finkelstein. Natacha Polony disait, est-ce qu'il faut renverser et de quelle manière? Vous dites que, ce que vous avez toujours écrit d'ailleurs, hein, que vous n'êtes pas pour une révolution violente. Vous plaidez pour comme clivage central, pour un clivage entre le peuple et les élites. Vous dites que c'est ça aujourd'hui, le petit peuple, c'est les dominants et les dominés. Si le clivage est entre le peuple et les élites, et si on n'est pas pour un renversement par la révolution, il faudrait qu'il y ait une unification dans les urnes de ce peuple. Et c'est là où je voudrais savoir si vous n'êtes pas dans une impasse, au sens où, compte tenu de ce qu'est la structuration de la vie politique aujourd'hui, cette alliance soit est impossible, soit c'est l'alliance entre la gauche radicale et l'extrême droite. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce clivage entre le peuple et les élites et cette unification du peuple? Ce que les Gilets jaunes ont demandé dès le départ, c'est qu'on respecte les votes. C'est ça qu'ils ont demandé. Ils n'ont pas demandé la fin de la démocratie, ils ont demandé la réalisation de la démocratie. C'est-à-dire que je reviens à cette idée que j'ai juste effleurée tout à l'heure, que effectivement il n'y a pas d'éducation du citoyen. Et puis quand il y a un vote, quand il y a 50% des gens qui ne votent pas, on estime que 50% des gens c'est rien. Que les gens qui n'ont pas voté pour, ce sont des gens qui comptent pour rien. Et puis quand finalement les gens votent contre, on leur dit c'est exactement la même chose, on va faire comme si vous aviez voté pour. Je vous rappelle 2005-2008. La cohabitation pour moi est une ineptie dès le départ. Le général de Gaulle dans la Ve République avait fait savoir que le vote était l'occasion d'entendre la voix du peuple et on faisait avec ce que disait le peuple. Là le peuple il donne son sentiment et on lui dit mais de toute façon on n'en a rien à faire. Les dernières européennes, 50% de gens ne sont pas allés voter. Des gens ont voté pour le parti animaliste, ils ont fait autant que le parti communiste ou à peu près. Macron a dit, il faut absolument que nous gagnions, il n'est pas possible que Marine Le Pen soit gagnante de ces élections. Marine Le Pen gagne ces élections. Que se passe-t-il? Il dit, mais on a perdu à si peu que ça s'appelle gagner. Et qu'est-ce que je fais? Rien. Je bouge pas. Je ne change pas un ministre, je ne change pas de Premier ministre, je ne change pas de politique, on continue. Vous avez fait savoir, 50% ne sont pas allés voter, un nombre incroyable de gens ont voté pour les poissons rouges, ou pour tout et n'importe quoi, et on leur dit ça continue comme avant. Ce que demandent les Gilets jaunes dès le départ, je dis pas ceux qui sont récupérés par la suite, c'est juste de dire, mais quand on vote, faites avec ce qu'on est en train de vous dire, et ne faites pas comme si on n'avait rien dit, ou comme si notre vote était à mettre à la poubelle. Or, effectivement, je ne demande qu'une révolution qui serait extrêmement démocratique, à savoir, on écoute ce que les gens disent à partir du moment où les gens auront été éduqués et on ne leur aura pas matraqué des discours en leur expliquant qu'il y aura le vote entre le bien et le mal, entre Adolf Hitler justement et Jean Moulin dont je parlais tout à l'heure, parce que le point Godwin, c'est pas moi, je regrette, mais je me suis assez fait traiter de nazi, de fasciste, de vichiste, de pétiniste pour avoir le droit de faire savoir des points d'histoire, de faire connaître des points d'histoire en disant faisons de l'histoire.
et pas de l'idéologie. Or, quand on fait de l'idéologie, le vote aujourd'hui, ça ne signifie plus rien. Je renvoie à Condorcet, qui nous disait que faire voter les gens si les gens n'étaient pas éduqués, s'il n'y avait pas de citoyens, eh bien, ça n'était pas la démocratie. Donc, je pense aujourd'hui que nous n'avons pas les moyens de pouvoir juger pleinement et sereinement parce qu'il y a une idéologie dominante et qu'on n'a pas les moyens de voter en son âme et conscience. Et puis après, quand on a même voté en son âme et conscience, on vous fait savoir que si ça ne convient pas, votre vote va directement à la poubelle. La question de l'éducation est au cœur, en effet, du sujet, dans la mesure où, oui, il n'y a pas de démocratie sans un peuple éduqué. C'est absolument essentiel. Le problème, c'est est-ce que c'est possible aujourd'hui? C'est-à-dire votre vision de la société démocratique, girondine, décentralisée, proudhonienne, etc. Est-ce que c'est encore possible dans le contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire de société du spectacle, et vous commentez très souvent d'ailleurs ce spectacle médiatique que vous observez, les jeux de pouvoir sur les plateaux de télévision. Donc est-ce que on s'aperçoit ce que vous avez système-là... vécu devant BFM, on se dit mais Michel Onfray, vous allez tomber malade. Les réseaux sociaux qui auraient pu être une agora intéressante et qui sont très souvent le déferlement des pulsions. Enfin, comment les conditions actuelles et notamment les conditions technologiques peuvent permettre une véritable démocratie? Michel Onfray. C'est un petit peu la catastrophe. On sait que les grands médias coûtent de l'argent et que l'argent suppose des propriétaires et que les propriétaires, ils achètent pas des journaux juste pour avoir le plaisir de disposer d'un titre. Ils achètent des journaux juste parce qu'ils veulent faire avancer leurs causes, leurs idées et défendre leur vision du monde. Vous êtes d'accord avec ça, Natacha, parce que vous dirigez un journal. Et sans doute le seul dont Michel Onfray ne dise pas du mal dans son livre. Je suis d'accord que c'est un danger majeur et que c'est un combat permanent de la part des journalistes pour faire leur travail et mais le vous faire en toute arrivez à y indépendance. résister. J'ai un actionnaire qui ne se mêle pas de ce qu'il y a à l'intérieur et nous verrons le jour où il le commencera, je ne sais pas. Michel Onfray, vous souriez. Oui, parce que vous mettez Natacha en difficulté. Pas du tout. Non, j'assume parfaitement, c'est un sujet fondamental. Et donc on le sait très bien, enfin j'ai pas les chiffres en tête, mais je ne sais combien de gens possèdent la totalité ou la quasi-totalité des titres français. Donc, et on sait très bien que tous ces gens-là massivement défendent une même vision du monde. Et puis globalement, même si vous avez l'Humanité, journal extrêmement subventionné, au bout du compte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler à voter Macron contre le danger fasciste, etc. Donc globalement, on sait bien que tout ça tire à peu près dans le même sens. Maintenant, il y a des gens qui disent... Vraiment comment? J'ai l'impression qu'il y a une immense pluralité, moi, dans les médias en France, en l'occurrence. Quoi de commun entre l'Humanité et Valeurs Actuelles, par exemple? Eh ben, c'est que finalement, au bout du compte, ils nous disent qu'il faut, enfin, encore que Valeurs Actuelles, c'est coupé en deux. Vous avez une vieille école libérale et puis vous avez une jeune école avec des Charlotte Dornelas ou Eugénie Bastier, par exemple, qui estiment que il faut revenir à des fondamentaux souverainistes, que c'est pas exactement la même chose. Donc, Valeurs Actuelles, là encore, si vous essentialisez, ça, c'est faux. Je dis simplement qu'au bout du compte, tout le monde nous dit, attention, Marine Le Pen fascisme, donc il va falloir voter Macron. Certains avec enthousiasme, d'autres avec une pince à linge sur le nez, selon la vieille expression, et je dis effectivement que c'est constatable. J'ajoute, pour aller jusqu'au bout de ma démonstration, que des gens qui estiment que cette presse-là ne dit pas forcément la vérité, s'en va voir sur les réseaux sociaux des gens qui mentent tout autant. C'est-à-dire que si effectivement, je ne veux pas donner de nom, mais si on n'a pas forcément envie, on va dire par exemple d'écouter France Inter, la solution c'est pas forcément d'aller écouter, je ne sais plus comment s'appelle ce type, Soral, égalité et réconciliation. C'est-à-dire que le choix n'est pas entre France Inter et égalité et réconciliation. Donc je dis simplement que il faut effectivement faire son travail. Je ne passe pas mon temps que devant BFM, mais je croise mes informations et je vais voir effectivement tout ce qui est susceptible d'être vu pour pouvoir disposer de faits. Parce que ce qui me paraît important, c'est que on n'arrive pas à dissocier le fait de son interprétation. Moi, je dis, quiconque sait regarder la télévision dispose de faits. Le dépavage des Champs-Élysées, j'y reviens, c'est un fait. Et puis après ça, il y a le commentaire, voire l'absence de commentaire, qui est aussi une option politique. Ne pas commenter le dépavage qui dure à peu près 45 minutes en direct sur les écrans, c'est aussi une option politique. Et je dis, si on réfléchit, si on écoute même si on vous a entendu régulièrement intervenir à la télévision, à la radio ces derniers mois et même pendant le mouvement des Gilets jaunes.
Non, non, vous avez tort. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, personne ne m'a invité. Et de fait, vous avez raison. Depuis que j'ai écrit ce livre, on m'a invité. Mais les Gilets jaunes, ça a duré 1 an. Je n'ai jamais été invité sur quelque radio que ce soit, sur quelque plateau de télévision que ce soit, pour commenter le mouvement des Gilets jaunes. J'écris ce livre, on m'invite pour ce livre, je viens. Mais précédemment, pendant 1 an, vous pouvez le constater, on ne m'a jamais demandé de commenter les Gilets jaunes. Parce que dans le livre, il y a une critique très dure des médias, et Natacha en parlait, Libération, Le Monde, BFM, France Inter, les médias de service public en général, qui seraient aux ordres du pouvoir, chacun se fera son opinion, c'est pas le sujet, mais ce qui est surtout frappant, c'est que vous ne dites rien, justement, des réseaux sociaux. Vous ne parlez pas de Facebook, non, vous parlez d'Internet et de mise en ligne, vous ne parlez pas de Facebook, qui a eu pourtant un rôle déterminant dans le mouvement des Gilets jaunes, vous ne parlez pas de l'algorithme de Facebook, par exemple, qui a pourtant plus d'influence, à mon sens, que n'importe quel édito dans n'importe quel journal. Ça, je sais pas, moi, j'ai pas les moyens de mesurer ce genre de choses. Un édito dans un journal, vous savez très bien comment ça fonctionne. Ça permet les revues de presse le lendemain par des journalistes qui donnent une ampleur aux propos qui aura été écrit dans un journal, qui n'aura pas été celle qu'on aura eu précédemment. C'est-à-dire, pour le dire très précisément, quand Askolovitch fait une revue de presse sur France Inter... L'ami Claude, tous les matins à 8h45. Oui, il donne un écho de plusieurs millions à une rubrique de Libération qui est lue par 50 000 personnes. Un texte de Marianne, par exemple. Bien sûr. Non, mais parce que Marianne est... Non, mais c'est pas parce que vous citez, ça dépend. Parce qu'il cite tous les journaux. Ça dépend comment vous les citez, ça dépend. Vous pouvez les citer pour les critiquer. Quand je suis cité, moi, c'est pour être critiqué. Donc, je suis pas forcément dans le désir d'être cité, si c'est dans ces cas-là. Mais vous savez bien que la revue de presse est aussi un enjeu politique, un enjeu idéologique. On ne donne pas. C'est aussi un travail de journaliste. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un journaliste ne fait pas de politique. C'est une bonne question. Bah oui, non, mais tout le monde dispose de la réponse. Chacun sait que les journalistes font de la politique. Il y a simplement ceux qui disent qu'ils en font et ceux qui disent qu'ils n'en font pas. Donc il y a au moins des gens qui ont le mérite de dire nous on fait un journalisme engagé, et puis ceux qui nous disent en face nous pas du tout, on est dans la science, on est dans l'objectivité, alors que finalement ils roulent pour le pouvoir. Gilles, alors, on peut débattre des médias en général. Je voudrais revenir sur le traitement des médias dans le mouvement des Gilets jaunes que vous évoquez. Il y a eu une grosse étude qui a été faite par l'INA pour de retour sur ce traitement. Quantitativement, ça on l'a tous constaté, les Gilets jaunes ont occupé une place absolument considérable dans l'ensemble non seulement des chaînes d'information continue, mais même des journaux télévisés, sans doute supérieurs au poids réel de ce mouvement. Qualitativement, il y a eu à la fois, on a vu une visibilité d'une France qui n'en avait aucune, des questions à la fois, les questions économiques, les questions démocratiques qui ont été évoquées, et puis vous avez raison, notamment les jours de manifestation, une disproportion entre les images et les mots, avec ce sentiment qu'avec un écran coupé en deux, on pouvait débattre tranquillement pendant que sur l'autre partie de l'écran, on voyait simplement des voitures brûlées. Donc on peut débattre du traitement, et je crois que c'est utile de le faire. Mais ce qui m'a absolument frappé, c'est que tout cela n'avait absolument aucun impact sur l'opinion. Que le soutien aux Gilets jaunes est resté aussi fort, ou à peu près aussi fort, au début qu'à la fin du mouvement, comme si ce que l'on voyait dans les médias n'avait en fait aucun impact. Est-ce que vous ne surestimez pas l'impact des médias dans cette destruction du mouvement des Gilets jaunes? Michel Onfray. Moi, je viens de finir un livre sur De Gaulle-Mitterrand, là, et j'ai vu, par exemple, la pensée de Malraux sur la question de la télévision. Et j'estime que les journalistes, c'est le plus beau métier du monde quand il est bien fait. La télévision, c'est un instrument formidable. Simplement, c'est aussi le pire des instruments. Donc, si c'est un instrument d'éducation populaire, c'est formidable. Nous parlions tout à l'heure de Condorcet qui nous disait qu'il fallait éclairer les citoyens. Je pense que les journalistes pourraient éclairer les citoyens. Je pense que la télévision pourrait éclairer les citoyens. La web TV, Michel Onfray, par exemple. Si vous voulez. Mais je me doute bien. Non, pas du tout. Mais... Non, mais elle est malgré tout hébergée par YouTube et Google. Oui, et alors? En l'occurrence, vous critiquez par exemple le président de la République qui rend hommage à Charles Aznavour en disant Charles Aznavour ne méritait pas ses honneurs, c'était un fraudeur fiscal. Vous avez une chaîne de télévision qui, pas une chaîne YouTube, malgré tout, oui, mais elle est hébergée et elle est renvoyée constamment vers Facebook et YouTube, donc Google. Enfin, elle passe par les GAFAM. Qui sont, oui, les plus grands fraudeurs ou ceux qui fraudent les fiscs. Si j'ai bien compris, si je devais être cohérent, le mieux ce serait que je me taise. Non, pas du tout. C'est ça. Mais vous travaillez pour Facebook ou pour Google.
jeu, Michel Onfray. C'est ça l'ironie de l'histoire. Non, mais je le dis avant. On va rentrer si vous voulez rentrer dans un détail, le compte Facebook Onfray a disparu dès le départ. Il a fallu qu'on demande pourquoi, et il se fait, je vais pas rentrer dans les détails, mais que quelqu'un connaissant quelqu'un, on nous a fait savoir que globalement, ah non, c'était probablement une erreur de ceci, une erreur de cela. Mon œil, récemment, on a vu qu'un certain nombre de comptes sur Facebook, j'ai pas eu le temps de répondre non plus à votre 258e question, mais sur Facebook, oui, je n'ai pas parlé de Facebook parce que je n'ai pas de compte Facebook. Je n'ai pas de compte Twitter non plus. Donc effectivement, je ne vais pas voir sur les réseaux et comme je ne vais pas voir sur les réseaux, je ne vais pas faire un commentaire de ce qui se dit sur les réseaux puisque je ne vais pas voir ce qui se passe sur ce terrain-là. Mais c'est pas parce que vous auriez une poubelle généralisée en face où tout serait possible que pour autant vous ne trouveriez que des pépites. Je dis que quand vous aurez déversé 3 tonnes d'ordures, vous allez peut-être trouver des pépites, mais il aura fallu chercher. Donc je dis simplement que quand on regarde les chaînes, et c'est ce que dit Gilles, vous avez raison sur cette idée du commentaire de l'image. Une image dit une chose, mais le commentaire peut dire le contraire de ce que dit l'image. Simplement, il y a une espèce d'inhibition du téléspectateur qui ne fait pas fonctionner son intelligence sur l'image, mais qui fait fonctionner son désir mimétique, je dirais, à partir de la parole du journaliste. Plutôt que de dire, mais coupez le son, regardez l'image, et faites vous-même le travail d'intelligence, au sens étymologique, qui vous permettra de comprendre ce que dit l'image. Ne croyez pas ce qu'on vous dit sur l'image, croyez ce que vous direz, vous, à partir de votre propre usage, de votre raison raisonnable et raisonnante. Il reste malheureusement très peu de temps, Natacha. Alors, en très peu de temps, je reviens sur ma question de la violence et du rapport et de la question de l'apaisement possible ou non et souhaitable ou non de la société pour vous demander on fait quoi? C'est-à-dire, quelle est aujourd'hui la marche à suivre? Est-ce qu'il faut se conformer au jeu électoral tel qu'il est, sachant que pour l'instant il ne laisse rien surgir? Est-ce qu'il faut imaginer un autre mouvement, attendre un nouveau mouvement comme celui des Gilets jaunes? Vous faites quoi? Michel Onfray. Moi, je pense que les Gilets jaunes sont en dormance, je dirais, mais ils sont pas morts. Oui, c'est pour ça, ça va ressurgir. Oui, mais comment? C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand on peut voir justement sur les réseaux sociaux, parlons-en, qu'on envisage la question de Cyril Hanouna au présidentiel. Il dit pas pour l'instant, et on commence à commenter le pas pour l'instant, ou le pour l'instant, ça n'est pas d'actualité. Donc la question est là, les gens savent bien que s'il y a quelque chose à changer, ce sera pour les prochaines présidentielles. Puisque de toute façon, on ne veut pas les écouter, on ne veut pas les entendre, on ne veut pas réformer, et on ne veut pas dire oui, on a entendu, on va faire un certain nombre de choses. Pour moi, ce serait effectivement l'option proudhonienne, c'est-à-dire le communalisme libertaire, le régionalisme, cette idée qu'il n'y a pas que Paris en France et qu'il y a aussi des régions et qu'on peut donner le pouvoir autrement et différemment, qu'on peut sortir de la logique jacobine. Pour moi, la solution, elle est là. Si on sort du logiciel jacobin, alors à ce moment-là, peut-être qu'on va pouvoir trouver quelque chose de nouveau. Mais c'est une parole qu'on n'entend pas. 100% des candidats aux dernières présidentielles étaient des jacobins, que ce soit de Poutou à Le Pen en passant par Macron ou les autres. Donc je dis simplement que les gens vont avoir envie de renverser la table la prochaine fois. Et hélas, je crains qu'ils fassent une espèce de vote que d'aucuns appelleront révolutionnaire, moi pas, mais un vote de Marine Le Pen en disant ça va être la seule façon de retourner la table. Et je n'aspire pas à ça, je ne souhaite pas ça. L'émission se termine, Michel Onfray. On avait encore 259, 260, tellement de questions à vous poser. Et c'est vrai que le sujet est intéressant et pour le coup, il suscite le débat. Je cite cette très belle phrase dans votre livre. Quiconque dispose d'encore un peu de mémoire et de culture sait que ce qui a eu lieu a déjà eu lieu et aura encore lieu selon les mêmes principes. L'éternel retour du même, peut-être. En tout cas, c'est l'une des phrases qu'on peut trouver dans ce livre Grandeur du petit peuple, heures et malheurs des Gilets jaunes. C'est publié chez Albin Michel. Merci d'avoir été l'invité de France Inter. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. C'est un bonheur, un plaisir. Dans cette radio au service, aux ordres du pouvoir. Merci Michel Onfray. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain.